Le sol sous vos pieds vous ment. En ce moment même, alors que vous êtes assis sur votre chaise ou que vous tenez votre téléphone, vous ressentez un sentiment de stabilité. Vous pensez que la Terre est un produit fini, un rocher statique et solide, mais vous avez tort. Profondément, fondamentalement tort. Sous la croûte, il y a une machine, un moteur violent et bouillonnant de fer en fusion et de plaques mouvantes qui tente de reconcevoir la surface de cette planète depuis 4 milliards d'années. La plupart du temps, cette machine travaille en silence. Mais dans certains coins de la carte, la peau de la Terre est étirée jusqu'à devenir mince. La machine perce, et quand elle le fait, elle crée des choses qui ne devraient pas exister. Bienvenue dans un voyage vers l'impossible. Nous ne sommes pas ici pour regarder des cartes postales, nous sommes ici pour être témoins des glitches dans la matrice. Nous allons dans des endroits qui semblent avoir été conçus pour un monde extraterrestre, des endroits qui sont si hostiles à la vie humaine qu'ils auraient dû rester cachés pour toujours. Nous commençons en Afrique. Pas l'Afrique des safaris et des savanes que vous avez vues à la télévision, mais l'Afrique du Grand Rift, une cicatrice si profonde qu'elle est littéralement en train de déchirer le continent en deux masses continentales distinctes. Attachez votre ceinture. L'air est sur le point de se raréfier, l'eau est sur le point de se transformer en acide, et le paysage est sur le point de commencer à vous observer en retour. La porte des enfers. Pour trouver la première merveille de notre liste, vous devez abandonner le concept de vacances. Vous n'êtes pas un touriste ici. Vous êtes une anomalie biologique, une créature douce et remplie d'eau, s'introduisant dans un four conçu pour la géologie, non la biologie. Vous avez voyagé jusqu'au triangle de Lafar, dans le nord de l'Éthiopie. Un endroit souvent décrit de manière hyperbolique comme l'enfer sur Terre. Pourtant, la réalité est bien plus extraterrestre. Alors que vous descendez de votre véhicule, la sensation est immédiate et violente. Vous vous tenez à l'un des points les plus bas du continent africain, 410 pieds au-dessous du niveau de la mer. La pression atmosphérique est lourde, pressant contre vos tympans, mais c'est la chaleur qui domine votre existence. Elle vous frappe comme un mur physique, une barrière tangible d'énergie thermique. Nous parlons d'un constant et punitif 120 degrés Fahrenheit à l'ombre, bien que trouver de l'ombre ici soit une quête insensée. Le soleil ne se contente pas de briller, il agresse le sol. Le vent, que vous pourriez implorer dans n'importe quel autre désert, n'offre aucun soulagement. C'est un souffle de four à convection, fouettant de la poussière chaude et des particules de sel dans vos poumons, jusqu'à ce que vous ayez l'impression d'inhaler du feu liquide. C'est la dépression de Danakil. Et c'est un endroit où la planète se déchire elle-même. Géologiquement parlant, vous vous tenez à l'intérieur d'une scène de crime massive et active. Il s'agit de la triple jonction de Lafar, un phénomène tectonique rare où trois plaques massives, l'africaine nubienne, l'africaine somalienne et l'arabique, s'éloignent toutes les unes des autres. La tension est palpable. La croûte terrestre ici a été étirée si mince, comme du caramel tiré, que le manteau en fusion touche pratiquement la surface. Le sol sous vos bottes n'est pas stable. C'est une croûte mince et fragile, sur une plaie qui refuse de guérir. Et le résultat de cette violence tectonique est Dallol. Alors que vous marchez vers les champs hydrothermaux de Dallol, votre cerveau lutte pour traiter les informations visuelles. Il commence à court-circuiter parce que la palette de couleurs est fausse. L'évolution a entraîné vos yeux à reconnaître les bruns de la terre, les verts des plantes et les bleus de l'eau, mais ici, le paysage est une hallucination psychédélique. Cela ressemble à une forêt jaune néon de champignons minéraux,
entourés de bassins bouillonnants d'eau-vert électrique et de piliers de sel qui ressemblent à des vagues gelées et dentelées de cramoisie et d'ocre. C'est d'une beauté à couper le souffle. Un chef-d'œuvre d'art abstrait. Mais ne soyez pas séduits. Ne le touchez pas. Ces bassins ne sont pas de l'eau. Ils sont une soupe chimique hyper concentrée d'acide sulfurique, d'oxyde de fer et de magnésium. Le niveau de pH dans beaucoup de ces bassins est proche de 0 et dans certains cas même négatif. Si vous y trempiez votre main, l'acide ne ferait pas que brûler. Il commencerait à dissoudre les barrières lipidiques de votre peau, tandis que la chaleur cuirait les tissus. L'air lui-même est une arme chargée de chlore, de soufre et de gaz toxiques bouillonnant des chambres magmatiques en dessous. Une profonde inspiration dans une poche d'air basse pourrait submerger votre système respiratoire, provoquant une pneumonie chimique immédiate. C'est un endroit où la nature a décidé avec emphase que la vie est une intruse. Il n'est pas étonnant que les scientifiques de la NASA et les astrobiologistes y affluent. Ils ne viennent pas pour étudier la Terre. Ils viennent pour étudier les limites de la vie, utilisant Danakil comme un substitut pour Io, l'une des lunes volcaniques de Jupiter, ou les océans d'acide primordiaux du début de Mars. Pourtant, au milieu de cette hostilité, il y a un profond mystère humain. Au milieu de ce désert toxique et jaune, vous voyez des ombres bouger dans la brume de chaleur vacillante, des humains, le peuple Afar. Depuis des siècles, ils naviguent dans cette porte des enfers, non pas pour mourir, mais pour travailler. Ils sont ici pour l'or blanc, le sel. Avant la monnaie moderne, des barres de sel connues sous le nom de Amolé étaient la monnaie principale de l'Éthiopie et le Danakil est la banque. Vous les regardez, silhouettes sculptées par la résilience, découpant des blocs de sel de la croûte à la main. Ils travaillent sous un soleil qui peut mettre fin au voyage d'un homme en quelques heures s'il manque d'eau, balançant des herminettes pour arracher les dalles du lit du lac asséché. Ils chargent ces blocs rectangulaires sur des caravanes de chameaux qui s'étendent sur des milles à travers l'horizon blanc aveuglant. C'est une scène d'antiquité biblique, une fenêtre sur un temps avant le moteur à combustion, avant l'électricité. Pourquoi le font-ils? Parce que dans le Danakil, la terre ne donne rien gratuitement. Vous payez en sueur, vous payez par la dégradation de votre corps, et vous payez avec la connaissance que vous vous tenez sur une bombe à retardement. Les géologues connaissent le sort ultime de cet endroit. Alors que les plaques continuent de s'écarter, le rift finira par devenir trop large. La mer Rouge, actuellement retenue par de basses collines à l'est, franchira inévitablement les barrières. Elle s'engouffrera, noyant les marais salants, les bassins d'acide et les évents volcaniques. Ce paysage entier disparaîtra sous les vagues pour devenir le plancher d'un nouvel océan, divisant l'Afrique pour toujours. Mais pour l'instant, il reste le chef-d'œuvre le plus coloré, mortel et provocateur de la planète. Nous quittons les feux chimiques silencieux et brûlants du désert et nous déplaçons vers le sud, vers une vibration. Au début, vous la ressentez dans la plante de vos pieds plutôt que de l'entendre. Alors que nous approchons de la frontière entre la Zambie et le Zimbabwe, un son commence à se manifester. C'est un bourdonnement bas et résonnant au loin, comme le moteur d'un train de marchandises massif. Vous pourriez regarder l'horizon et penser qu'une tempête approche. À 10 000 de là, vous voyez un nuage blanc massif s'élever dans le ciel, montant à près de 1000 pieds depuis la savane plate. Mais le ciel au-dessus est d'un bleu perçant. Les habitants, les peuples Kololo et Lozi, ont nommé ce phénomène avec une précision poétique, Mozi Oa Tunya, la fumée qui tonne. Pour les cartes occidentales, ce sont les chutes Victoria. Imaginez le fleuve Zambèze. En amont,
C'est une étendue d'eau large, paresseuse et méandreuse, de près d'1 mille de large, coulant paisiblement à travers la brousse africaine. Des hippopotames grognent dans les hauts fonds, des éléphants traversent les courants calmes, et puis, sans un seul avertissement géologique, pas de rapide, pas de pente croissante, le fleuve entier tombe simplement de la surface de la Terre. Vous vous tenez sur le bord d'une fracture de basalte, regardant dans un abîme de 350 pieds. Ce n'est pas seulement une cascade, c'est le plus grand rideau d'eau tombante au monde, s'étendant sur plus de 5500 pieds de large. Durant le pic de la saison des crues, environ 130 millions de gallons d'eau plongent de ce bord chaque minute. Les statistiques en sont écrasantes, mais l'expérience viscérale est spirituelle. L'eau ne se contente pas de frapper le fond. La force est si immense, la vitesse si élevée, que l'eau s'atomise à l'impact. Elle explose en une tempête de pluie permanente vers le haut, un microclimat de brume qui soutient une forêt tropicale luxuriante et ruisselante sur la falaise opposée, un minuscule écosystème qui existe uniquement à cause de la pulvérisation en plein milieu d'une région de forêt sèche. Mais approchons-nous, testons votre courage. Si vous êtes brave, ou peut-être un peu téméraire, vous pouvez visiter le bord pendant la saison sèche quand les niveaux d'eau baissent. Vous pouvez nager jusqu'à la piscine du diable. C'est un remous rocheux naturel, un petit rebord de basalte juste au précipice même des chutes. Vous pouvez littéralement sauter dans l'eau et laisser le courant vous porter jusqu'à ce que votre ventre effleure la paroi rocheuse qui vous sépare de la chute. Pensez à cette position pendant 1 seconde. Vous êtes allongé dans un bassin d'eau tiède, et à quelques pouces de votre visage, le volume entier du fleuve Zambèze hurle devant vous, se précipitant dans un vide noir et bouillonnant. Le rugissement est assourdissant. Il oblitère la pensée. Un glissement, une prise rocheuse manquée, une poussée d'eau, et vous avez disparu. C'est le piège à adrénaline ultime, une confrontation avec la gravité dans sa forme la plus brute. Les chutes Victoria ne sont pas seulement une vue panoramique, c'est une leçon sur le pouvoir de l'érosion. La gorge que vous regardez est en fait la 7e gorge. Au cours des 2 millions d'années passées, la cascade a reculé. Le Zambèze coule sur un plateau de basalte, rempli de fissures comblées de grès plus tendres. À mesure que l'eau érode le grès tendre, elle creuse une tranchée. La cascade tombe dans la tranchée, puis finalement, le fleuve trace un nouveau chemin, laissant l'ancienne falaise sèche. Le résultat est une cicatrice massive en zigzag à travers le paysage, une chronologie géologique montrant exactement où les chutes se trouvaient il y a 10 000, 50 000, 100 000 ans. C'est un monument à la persistance, un rappel que l'eau, la chose même dont nous avons besoin pour survivre, est aussi le ciseau le plus puissant de l'univers. Nous quittons maintenant entièrement le continent. Nous traversons le canal du Mozambique vers une île qui dérive dans un splendide isolement depuis 88 millions d'années, Madagascar. Cette île est un laboratoire de l'évolution, un endroit où la nature a été autorisée à se déchaîner sans l'interférence des règles biologiques du continent. À cause de cet isolement, l'évolution est devenue un peu folle ici. Imaginez que vous conduisez sur une route de terre battue rouge, poussiéreuse et parsemée de nids de poules, dans la région de Menabe, sur la côte ouest. Le soleil commence à se coucher, jetant de longues ombres violettes et oranges meurtries à travers les plaines broussailleuses. Et puis, ils apparaissent, les baobabs. Ce ne sont pas des arbres au sens traditionnel, ils ne ressemblent pas à des chênes ou à des pins, ils ressemblent à des erreurs dans le code de la réalité. Ils ressemblent à de géantes colonnes préhistoriques de chair. Leurs troncs sont massifs, lisses et gonflés, miroitant d'une écorce rose cuivrée qui ressemble plus à de la peau qu'à du bois. Ils s'élèvent jusqu'à 98 pieds de hauteur, des tours cylindriques qui dominent l'horizon plat. Mais ce sont les sommets qui vous troublent l'esprit. Les branches sont rabougries, noueuses et tordues, ressemblant exactement à des systèmes racinaires cherchant le ciel. La légende locale offre la meilleure explication pour cette bizarrerie.
On dit qu'au commencement des temps, le baobab était parmi les premiers arbres plantés par le grand esprit. Mais le baobab était vain et ne s'arrêtait pas de parler, ou peut-être continuait-il à s'éloigner, insatisfait de son emplacement. Par frustration, l'esprit a déraciné les arbres et les a replantés dans le sol à l'envers, pour qu'ils se taisent. La science nous dit qu'ils ont évolué de cette façon pour minimiser la surface et retenir l'humidité. Mais en se tenant sous eux, le mythe semble plus plausible. Ces géants, spécifiquement l'Adansonia grandidieri, sont des merveilles biologiques. Ils peuvent vivre plus de 2500 ans. Faites une pause et considérez cette chronologie. Quand l'Empire romain n'était qu'une collection de huttes de boue sur 7 collines, certains de ces arbres étaient déjà des jeunes pousses. Ils ont été les témoins silencieux de l'ascension et de la chute des civilisations, de la migration des peuples et des changements de climat. Ils sont les survivants ultimes. Leurs troncs sont essentiellement de géantes éponges vivantes. Le bois est fibreux et mou, capable de se dilater pour stocker jusqu'à 30 000 gallons d'eau. Cette adaptation leur permet de survivre aux saisons sèches brutales et desséchantes de l'ouest de Madagascar. Ils sont un arbre de vie, au sens le plus vrai, offrant un abri aux lémuriens, des fruits aux humains et de l'eau à l'écosystème. Leurs fleurs, qui ne fleurissent que pendant 24 heures, s'ouvrent au crépuscule, émettant une odeur de viande en décomposition pour attirer leurs principaux pollinisateurs. Les chauves-souris frugivores et les sphinx géants. Mais l'allée des baobabs est une merveille envoûtante et douce amère. Ces 25 environ arbres bordant la route de terre sont les derniers vestiges d'une forêt décidue tropicale dense qui couvrait autrefois toute cette zone. Au cours des siècles, à mesure que la population humaine augmentait, les forêts ont été défrichées pour l'agriculture, spécifiquement pour les rizières et la canne à sucre. Les autres arbres ont été abattus et brûlés, mais les baobabs ont été épargnés, en partie à cause de leur importance spirituelle et en partie parce que leur bois détrempé et fibreux fait un terrible bois d'œuvre et de charbon de bois. Aujourd'hui, ils se tiennent seuls dans un cimetière de terre défrichée. Une rangée d'anciens sentinelles regardant un monde qui change trop vite pour qu'ils puissent suivre. Quand vous vous tenez sous eux la nuit, sous les étoiles de l'hémisphère sud, sans filtre et pareils à de la poussière de diamant, le sentiment est transcendant. La voie lactée s'étire derrière leur silhouette comme un fleuve céleste. Vous n'avez pas l'impression d'être sur Terre au XXIe siècle. Vous avez l'impression d'être entré dans un temple, une cathédrale vivante et respirante, qui nous rappelle que le temps biologique est beaucoup plus long et plus lent que le rythme frénétique de la vie humaine. Pour atteindre notre destination finale, nous devons tourner le dos à la côte et à la verdure, voyageant profondément, dangereusement vers l'intérieur des terres. Nous nous dirigeons vers le plateau de l'Adrar en Mauritanie, une étendue du désert du Sahara, qui ressemble moins à un lieu géographique qu'à un test d'endurance psychologique. C'est un paysage de beige implacable, une étendue plate de sable, de gravier et de socles rocheux décapés qui s'étend vers un horizon miroitant où la terre se fond dans le ciel dans une brume de chaleur. Pendant des millénaires, les nomades et les commerçants bédouins ont traversé ces sables, guidant des caravanes de chameaux grâce aux étoiles, inconscients du fait qu'ils marchaient sur l'une des énigmes les plus déroutantes de la planète. Depuis le sol, le paysage offre peu d'indices sur sa véritable nature. Un voyageur pourrait remarquer une élévation subtile du terrain, une crête concentrique de roches résistantes qui rompt la monotonie des dunes, ou peut-être un changement dans la couleur du gravier. Mais l'échelle est simplement trop vaste pour que l'œil humain puisse la comprendre depuis la surface. C'est un mystère qui a nécessité un changement de perspective, un saut vertical de plusieurs centaines de milles pour être déverrouillé. La révélation est arrivée au milieu des années 60, alors que les missions Gemini lançaient les premiers Américains en orbite prolongée. Les astronautes dérivaient au-dessus du vaste vide de l'Afrique du Nord. Ils utilisaient le Sahara comme point de référence pour la navigation visuelle,
en raison de son absence de couverture nuageuse et du manque distinct d'encombrement visuel. Mais alors qu'il regardait vers le bas, à travers les fenêtres de la capsule, le désert centré les fixait en retour. Là, gravé dans la croûte de la planète comme une tempête fossilisée, se trouvait un œil bleu géant qui ne sciait pas. C'est la structure de Risha, connue localement sous le nom de Guelb R. Risha, s'étendant sur près de 30 milles de diamètre. C'est un colosse géologique visible depuis la Lune. Elle consiste en une série de crêtes et de vallées concentriques parfaites, alternant en couleur et en texture, formant une cible si précise qu'elle déconcerte l'esprit chaotique de la nature. Pendant des décennies suivant sa découverte depuis l'espace, la communauté scientifique a été enfermée dans un débat féroce concernant sa genèse. L'hypothèse initiale était violente et extraterrestre. Étant donné la circularité parfaite et la dépression au centre, de nombreux géologues ont supposé qu'il s'agissait de la cicatrice d'un impact de météorite massif, similaire au cratère Barringer en Arizona ou à l'impacteur de Chicxulub qui a mis fin aux dinosaures. C'était une supposition logique. Le système solaire est une galerie de tirs, et la Terre a déjà été frappée. Cependant, les preuves sur le terrain ont refusé de coopérer avec cette théorie. Un impact de cette magnitude aurait liquéfié le socle rocheux, créant une signature géologique spécifique connue sous le nom de quartz choqué, des grains de sable déformés par une pression extrême et instantanée. Les chercheurs ont ratissé le Risha pendant des années. Ils n'ont trouvé aucun quartz choqué, ils n'ont trouvé aucun verre de fusion, ils n'ont trouvé aucune trace chimique d'un projectile extraterrestre. D'autres, privilégiant le romantisme à la géologie, ont regardé les anneaux parfaits et ont murmuré des rumeurs sur l'Atlantide. Ils citaient les dialogues de Platon, le Critias et le Timée, dans lesquels le philosophe décrivait la cité légendaire comme une série de cercles concentriques d'eau et de terre, alternant comme les roues d'un chariot. Les dimensions du Risha sont étrangement proches des mesures de Platon, et les montagnes environnantes correspondent à ces descriptions au nord. Les partisans soulignaient le fait que le Sahara était autrefois vert et luxuriant, suggérant qu'une civilisation perdue aurait pu prospérer ici avant que le désert ne prenne le dessus. Bien que la théorie enflamme l'imagination, les pierres racontent une histoire différente, plus ancienne, qui précède l'humanité de centaines de millions d'années. La vérité géologique du Risha est un dôme érodé, ou scientifiquement, un anticlinal géologique profondément érodé. Pour comprendre sa création, il faut imaginer l'histoire tectonique violente de la planète. Il y a environ 100 millions d'années, quand le supercontinent Pangée était déchiré par le mouvement des plaques qui allaient finalement séparer l'Afrique de l'Amérique du Sud, le manteau terrestre était agité. Un panache massif de magma en fusion s'effrayait un chemin vers le haut depuis les profondeurs, poussant contre la croûte. C'était un bouton sur le visage du monde, un soulèvement en dôme de couches rocheuses, poussé haut au-dessus des plaines environnantes. Cependant, ce magma n'a jamais jailli. Il n'a jamais explosé en volcan. Il a refroidi lentement sous la surface, se solidifiant en une matrice complexe de roches ignées, de gabbro, de carbonatite et de kimberlite. Ensuite, les forces les plus patientes de la nature ont pris le relais, le vent et l'eau. Sur des millions d'années, le climat du Sahara a basculé violemment entre des périodes humides et sèches. La pluie a fouetté le dôme, les tempêtes de sable l'ont décapé. Le soulèvement consistait en des couches alternées de roches, certaines dures et résistantes comme le quartzite, d'autres molles et facilement érodées comme le calcaire et le schiste sédimentaire. Ce que nous voyons aujourd'hui est l'épave de ce processus. L'œil est une coupe transversale de la croûte terrestre. Les crêtes sont les roches dures de quartzite.
qui ont résisté à l'érosion, se dressant comme des montagnes circulaires. Les vallées entre elles sont les endroits où les roches sédimentaires plus tendres ont été broyées en poussière et emportées par les vents de l'harmattan. C'est un processus appelé érosion différentielle. Nous regardons le squelette d'un événement géologique, épluché couche par couche, comme un oignon de pierre gargantuesque. Se tenir au centre de l'œil est une expérience profonde. Le silence ici n'est pas seulement une absence de bruit, c'est un poids physique. Le centre est une cuvette plate et poussiéreuse de brèches, de la roche brisée cimentée par des fluides hydrothermaux qui y bouillaient autrefois. Éparpillés sur ce sol se trouvaient les outils de nos ancêtres. Le richat était utilisé comme une carrière naturelle et une usine par les humains du Paléolithique. Vous pouvez vous baisser dans le sable et ramasser une hache de pierre acheuléenne ou une pointe de lance façonnée par des mains humaines il y a des centaines de milliers d'années. Ces premiers humains s'asseyaient au centre de cette anomalie géologique, taillant le silex, probablement inconscients de la grande géométrie qui les entourait, utilisant l'abri des crêtes pour survivre. Le labyrinthe de couteaux. Nous devons maintenant quitter le silence aride du continent et traverser le canal du Mozambique vers l'île-continent de Madagascar. Nous nous dirigeons vers la région occidentale du Melaky, vers un lieu qui défie la logique même de la biologie et de la géologie. Il s'agit du parc national des Tsingy de Bemaraha, un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, qui est la définition littérale de « regarder mais ne pas toucher ». Le peuple malgache local, qui vit à l'ombre de cette formation depuis des siècles, l'a nommé Tsingy. La traduction est d'un pragmatisme glaçant. Là où l'on ne peut pas marcher pieds nus, c'est un euphémisme massif. Marcher ici pieds nus reviendrait à condamner ses pieds à une ruine totale. Il s'agit d'un labyrinthe de 580 000 carrés d'aiguilles de calcaire. Forêt de pierre, où les arbres ne sont pas faits de cellulose et d'écorce, mais de roches jurassiques tranchantes comme un rasoir. La formation de cette citadelle hostile a commencé il y a plus de 200 millions d'années. Cette région entière était autrefois une lagune massive sous une mer tropicale peu profonde. Des milliards de minuscules créatures marines ont vécu, sont mortes et ont coulé au fond, leurs coquilles en carbonate de calcium se compactant au fil des éons pour former une plaque colossale de calcaire de des milliers de pieds d'épaisseur. Finalement, l'activité tectonique a soulevé ce lit de calcaire hors de l'océan et à l'air libre. Mais le véritable architecte du Tsingy fut l'eau. Les lourdes pluies tropicales de Madagascar sont acides, chargées de dioxyde de carbone absorbé dans l'atmosphère et par la végétation en décomposition. Lorsque cette eau de pluie a frappé le calcaire, elle a commencé un processus de dissolution chimique connu sous le nom de karstification. L'eau ne s'est pas contentée de ruisseler, elle a rongé la roche. Elle a sculpté des fissures verticales, élargi des crevasses en canyon et dissous les sections les plus faibles, ne laissant derrière elle que les flèches les plus dures et les plus denses. Les eaux souterraines ont sapé le plateau par le bas, créant de vastes cavernes qui ont fini par s'effondrer, créant la silhouette dentelée et chaotique que nous voyons aujourd'hui. Certaines de ces tours de calcaire s'élèvent à plus de 320 pieds dans les airs, soit à la hauteur d'un gratte-ciel de 30 étages. Mais contrairement à un gratte-ciel, il n'y a pas de surface lisse. La roche est cannelée, dentelée et affûtée jusqu'à un bord fin qui peut trancher des bottes en cuir épais, des cordes d'escalade et la peau humaine avec une facilité terrifiante. C'est un monde vertical de canyons profonds et ombragés, où le soleil n'atteint le fond que quelques minutes par jour, et de pics tranchants comme des rasoirs qui cuisent dans la chaleur tropicale. Naviguer dans le Tsingy est un cauchemar pour les explorateurs humains. Les expéditions ici nécessitent un équipement spécialisé, des échelles de fer boulonnées dans la roche et des nerfs d'acier. Une glissade ici ne se traduit pas par une ecchymose. Elle se traduit par une lacération. Il n'y a pas d'atterrissage en douceur.
Le terrain est fractal dans sa complexité, les canyons se ramifiant en canyons plus petits, les flèches cachant des flèches plus petites. C'est une forteresse conçue par la nature pour tenir les intrus à l'écart. Et pourtant, dans cet endroit qui semble conçu pour éteindre la vie, l'évolution a accompli un miracle. Le Tsingy n'est pas mort. Il regorge de formes de vie spécialisées qui n'existent nulle part ailleurs sur Terre. Le résident le plus emblématique est le sifaka de Deccan, une espèce de lémurien au pelage blanc éclatant et à la face noire, ressemblant à un fantôme curieux au milieu de la roche grise. Regarder un sifaka se déplacer dans le Tsingy est une leçon de physique et d'audace. Ces primates ont développé des coussinets épais et coriaces sur leurs mains et leurs pieds qui agissent comme des grappins naturels et des amortisseurs de choc. Ils ne rampent pas, ils bondissent, ils se lancent d'un sommet tranchant comme un rasoir à un autre, franchissant des écarts de 30 pieds en un seul saut. Ils atterrissent sur des pointes verticales qui empaleraient un humain, saisissant la pierre avec une précision parfaite, utilisant l'élan pour basculer vers la prise suivante. Ils se déplacent avec la grâce de danseurs de ballet dans un abattoir. Ils ne sont pas seuls. Dans les canyons frais et humides en dessous, où des microclimats uniques existent, des escargots géants et des reptiles rares prospèrent, des plantes succulentes spécialisées, comme le pachypodium, ancrent leurs racines dans de minuscules fissures du calcaire, leurs troncs bulbeux stockant l'eau pour survivre à la saison sèche. Ces plantes sont des survivants, tordant leur corps pour trouver la lumière du soleil dans l'ombre des aiguilles. Le Tsingy de Bemaraha est un paradoxe. C'est une forêt de pierres hostiles qui repousse les humains, tout en agissant comme un sanctuaire pour ses habitants. Parce qu'il est si difficile à traverser, il a été épargné par la déforestation et l'empiètement agricole qui ont dévasté une grande partie du reste de Madagascar. Les murs de calcaire sont un bouclier, les bords tranchants sont les gardiens. C'est l'un des endroits les moins explorés de la Terre, car il nous est physiquement impossible de le conquérir sans une lutte immense. Et peut-être est-ce une bonne chose. Dans un monde où les humains ont pavé, labouré et apprivoisé presque chaque environnement, le Tsingy se dresse comme une exception provocatrice. C'est une merveille destinée à être vue de loin. Un lieu où la nature exige non seulement l'admiration, mais aussi la crainte et le respect. Pour conclure cette étape de notre voyage, nous quittons les pics déchiquetés de Madagascar et revenons à la limite occidentale du continent africain, sur la côte du Sénégal. Juste au nord de la presqu'île du Cap-Vert, séparée des vagues fracassantes de l'océan Atlantique par un étroit couloir de dunes de sable, se trouve une étendue d'eau qui défie le spectre des couleurs du monde naturel. Depuis les airs, cela ressemble à une hallucination ou à un déversement chimique. Au milieu des sables beiges et du bleu azur profond de l'océan, se trouve un lac de la couleur d'un milkshake à la fraise. C'est le lac Redba, connu dans le monde entier sous le nom de lac rose. La couleur est saisissante. Elle varie d'un mauve doux et pâle à l'aube à un cramoisi rouge sang violent à midi, lorsque le soleil est directement au-dessus. Pendant des années, les voyageurs ont supposé que cette teinte contre nature était le résultat d'une pollution industrielle ou d'un ruissellement minéral. Mais la cause est entièrement organique, un mécanisme de survie développé par un guerrier microscopique. Le lac Rose est un environnement extrême. C'est un lac hypersalin, ce qui signifie que sa teneur en sel est exponentiellement plus élevée que celle de l'océan. Dans certaines zones, la salinité atteint 40%, rivalisant, et à certaines saisons dépassant, la célèbre mer Morte. Dans un environnement aussi caustique, la plupart des formes de vie renoncent simplement. Les poissons ne peuvent pas survivre. Leurs cellules se déshydrateraient instantanément. Les plantes ordinaires flétrissent et meurent. L'eau est lourde, huileuse et flottante. Mais la nature a horreur du vide. Dans ce vide salé, s'est glissé un micro-organisme connu sous le nom de Dunaliella salina. Cette micro-algue halophile, qui aime le sel, unicellulaire,
est l'alchimiste du lac. Pour survivre à la combinaison mortelle d'une salinité écrasante et d'un rayonnement solaire tropical intense et implacable, l'algue produit des quantités massives de bêta-carotène. C'est le même pigment rouge-orangé que l'on trouve dans les carottes. Le pigment agit comme un écran solaire pour l'algue, absorbant la lumière nocive et protégeant la machinerie interne de la cellule. Lorsque des milliards de ces organismes fleurissent simultanément, ils teignent l'eau d'un rose vibrant. C'est une bataille biologique pour la survie qui aboutit à un chef-d'œuvre visuel. Cependant, la beauté du lac rose agit comme une façade pour une réalité humaine épuisante. Si vous regardez de plus près les rivages, vous ne verrez pas de touristes prendre des bains de soleil. Vous verrez un paysage industriel de travail manuel qui est resté inchangé depuis des générations. Les rives sont bordées par des centaines d'hommes et de femmes, peau poudrée d'un film gris-blanc de sel séché. Ce sont les ramasseurs de sel du Sénégal. Le travail est brutal. Les récolteurs s'avancent dans le lac, souvent avec de l'eau rose jusqu'à la poitrine. Ils naviguent sur le lac dans des pirogues en bois sculptées à la main. Parce que l'eau est si dense, les bateaux ne s'enfoncent pas dans l'eau. Ils flottent haut sur le dessus. Les hommes utilisent de longues perches pour briser la croûte de sel qui se forme sur le lit du lac, puis plongent ou utilisent des pelles pour ramasser les cristaux dans leurs embarcations. Le corps humain n'est pas conçu pour cet environnement. La salinité est si élevée qu'une exposition prolongée provoque le dessèchement, le craquellement et le saignement de la peau. L'eau salée dans une plaie fraîche est une douleur atroce. Pour survivre à leur journée de travail, les récolteurs couvrent leur corps d'une épaisse couche de beurre de karité avant d'entrer dans l'eau. Cette graisse naturelle crée une barrière imperméable, une seconde peau qui empêche la saumure de corroder leur chair. C'est une scène surréaliste. L'eau rose néon, les montagnes blanches de sel récoltées s'entassant sur les rives comme de la neige dans le désert, et la peau luisante et huilée des travailleurs se déplaçant dans un rythme d'extraction. Ils travaillent pendant 6 ou 7 heures par jour, luttant contre le soleil et le sel. Une fois que le sel est ramené à terre, ce sont les femmes qui prennent le relais, transportant de lourdes bassines du minéral vers les monticules de séchage, le triant et le préparant pour l'exportation à travers l'Afrique de l'Ouest. Le sel de ce lac conserve le poisson, parfume la nourriture et soutient des économies à des milliers de milles de distance. Le lac rose agit comme un organisme vivant. Sa couleur n'est pas statique, elle change avec le vent, la dilution de la pluie et l'angle du soleil. C'est un rappel que la Terre n'adhère pas à une palette standard de bleu et de vert. Elle expérimente, elle repousse les limites de la chimie et de la biologie pour voir ce qui peut survivre dans les marges. Ayant été témoin du silence géologique de l'œil mauritanien, de la forteresse évolutive tranchante de Madagascar et de la lutte chimique de la côte sénégalaise, nous restons avec une prise de conscience persistante. Ces lieux ne sont pas magnifiques simplement parce qu'ils sont beaux. Ils sont magnifiques parce qu'ils sont hostiles. Ils défient la vie, ils défient la géologie et ils nous défient. Alors que nous quittons le continent africain et tournons notre regard vers les sommets montagneux imposants de l'Asie, nous emportons avec nous la connaissance que la Terre est un lieu d'une belle violence, où les panoramas les plus époustouflants sont souvent ceux qu'il est le plus dangereux de toucher. La frontière verticale. Imaginez que vous vous tenez au niveau de la mer. L'air est épais, riche et invisible. Vous prenez une inspiration et vos poumons se remplissent sans réfléchir. Un rythme mécanique que vous avez ignoré depuis votre naissance. C'est sans effort. C'est un fait acquis. Maintenant, retirez ce confort. Imaginez-vous grimpant dans une fusée pressurisée et vous dirigeant vers le bord de la stratosphère pour en sortir avant même de quitter véritablement la Terre.
À 29 032 pieds, vous avez atteint le sommet du Chomolungma, le mont Everest. C'est le plafond de notre monde. Mais voici le terrifiant secret qu'ils ne vous disent pas dans les brochures de voyage sur papier glacé ou les documentaires héroïques. À cette altitude, vous ne vivez pas, vous mourrez. Votre corps est effectivement en train d'être effacé, cellule par cellule. Vous entrez dans ce que les physiologistes et les grimpeurs appellent sinistrement la zone de la mort. La distinction n'est pas poétique, elle est clinique. Au-dessus de 26 000 pieds, la pression atmosphérique est environ un tiers de ce qu'elle est au niveau de la mer. Il n'y a tout simplement pas assez d'oxygène pour soutenir la fonction métabolique humaine. Aucun niveau d'acclimatation ne peut vous sauver ici. Vous ne faites qu'emprunter du temps contre un effondrement biologique inévitable. Votre corps, sentant la crise, commence à se cannibaliser. Il interrompt la digestion pour économiser l'énergie pour le cœur et les poumons. Votre sang s'épaissit jusqu'à la consistance d'une boue, car il produit un excès d'hémoglobine dans une panique désespérée pour attraper des molécules d'oxygène qui ne sont pas là. Cela augmente le risque d'accident vasculaire cérébral et de crise cardiaque à chaque battement laborieux. Chaque pas demande une volonté monumentale. Vous faites un pas et vous devez vous reposer pendant 10 respirations. On a l'impression de courir un marathon olympique tout en respirant à travers un étroit agitateur à café. Votre cerveau commence à gonfler, une condition connue sous le nom d'œdème cérébral de haute altitude, OCHA. Votre logique commence à faillir. La ligne entre la réalité et l'hallucination s'estompe, vous voyez des amis qui ne sont pas là. Vous entendez des voix dans le vent hurlant. C'est le test ultime de l'ego humain contre l'indifférence planétaire. L'Everest est un monument à notre désir de nous tenir au-dessus de tout le reste, de conquérir l'inconnaissable, mais la montagne est indifférente à votre lutte. Elle est là depuis 60 millions d'années, depuis que la plaque tectonique indienne a percuté la plaque eurasienne avec une force si violente que le fond marin a été courbé et poussé dans les nuages. Si vous vous agenouillez sur le sommet, luttant pour rester conscient, et que vous regardez de près les roches calcaires grises, vous pouvez trouver des fossiles marins, des restes d'anciennes créatures marines, des trilobites et des crinoïdes qui nageaient autrefois dans un océan tropical et sont maintenant la matière la plus élevée sur Terre. Mais il y a un côté plus sombre, plus viscéral à cette majesté, parce que la montagne est si difficile à naviguer physiquement. Elle est devenue le plus haut cimetière à ciel ouvert du monde. Naviguer sur le chemin du sommet nécessite d'enjamber l'histoire. Il y a des parkas colorés visibles dans la neige, des rouges et des jaunes vifs, qui n'ont pas pâli sous l'éclat des ultraviolets. Ce sont les corps de grimpeurs qui se sont assis pour se reposer il y a des décennies et ne se sont jamais relevés. Ils sont parfaitement préservés par le froid. Gelés au moment exact de leur résignation. Ils sont maintenant des points de repère, des gardiens silencieux utilisés par les grimpeurs modernes pour évaluer leur altitude. Botte verte, la belle au bois dormant. C'est un rappel macabre que le toit du monde n'est pas un terrain de jeu. C'est une cathédrale de glace qui exige un prix élevé pour l'entrée. Le vent ici hurle à 100 000 par heure, un son comme 1000 fantômes hurlant à l'unisson. Il déchire votre combinaison? Essayant de trouver un moyen d'entrer pour geler votre peau en quelques secondes, alors que vous vous tenez là, regardant la courbure de la Terre, voyant le bleu plus sombre de l'espace au-dessus de vous, vous réalisez que vous ne conquérez rien. Vous êtes un invité, une nuisance temporaire et indésirable dans un endroit qui n'a pas été construit pour la biologie.
vous pénétrez sans autorisation dans le domaine de la géologie. Les Sherpas, le peuple autochtone de ces vallées, qui possède une adaptation génétique unique permettant une utilisation efficace de l'oxygène, traitent la montagne avec une révérence qui borde la peur. Ils savent ce que les touristes oublient souvent. La montagne gagne toujours. Vous devez partir. Si vous restez trop longtemps, vous devenez une partie de la géographie. Nous descendons des plus hauts sommets de l'Himalaya, tombant vers le nord à travers la steppe mongole, plongeant de l'air raréfié de la zone de la mort dans la cicatrice la plus profonde sur le visage de la planète. Bienvenue en Sibérie. Plus précisément, bienvenue au lac Baïkal. Appeler cela un lac est un échec linguistique. C'est une mer intérieure. Un dépositaire du sacré. La plupart des lacs sur Terre sont des caractéristiques géologiques temporaires. Ils naissent du retrait des glaciers ou de rivières barrées. Ils se remplissent de sédiments, ils étouffent sous les algues et ils disparaissent en quelques milliers d'années. Mais le Baïkal est différent. Le Baïkal est ancien, il est vieux de 25 millions d'années, le plus vieux lac de l'histoire géologique. Il se situe dans une vallée du Rift, un endroit où la croûte terrestre est littéralement en train de s'écarter, déchirant un trou au centre du continent. Mais ici, contrairement aux rifts arides de l'Afrique, le vide a été rempli avec l'eau la plus pure, la plus claire et la plus oxygénée de la planète. Imaginez-vous debout sur une plaque de verre de 5 pieds d'épaisseur. Sous vos bottes se trouvent 5387 pieds de ténèbres liquides. Cette seule étendue d'eau contient 20% de l'eau douce de surface du monde. C'est plus d'eau que tous les grands lacs d'Amérique du Nord réunis. Si vous deviez vider le Baïkal, chaque personne sur Terre, nous tous, les 8 milliards, pourrions y boire pendant 50 ans avant qu'il ne soit à sec. Mais les chiffres sont abstraits. La sensation du Baïkal est viscérale. C'est pendant le brutal hiver sibérien que le Baïkal devient une véritable merveille de physique et d'esthétique. L'eau est si chimiquement pure, si dépourvue de sels minéraux et de particules, que lorsqu'elle gèle, elle ne devient pas trouble ou blanche. Elle gèle en plaques massives et turquoises de glace de diamant. Marcher dessus est une expérience qui donne le vertige. Vous pouvez regarder vers le bas et voir des rochers au fond, à 130 pieds en dessous, comme si l'eau n'était même pas là. Cela crée une sensation terrifiante et magique de marcher sur l'air suspendu au-dessus d'un abîme. Et puis, il y a le son. La glace est vivante. À mesure que la température change entre le jour et la nuit, la dilatation thermique provoque le mouvement de la glace. C'est une symphonie sismique. Le lac gémit, il claque. Il émet des fissures profondes et retentissantes qui sonnent comme des tirs d'artillerie lourde ou les pings sonars d'un sous-marin résonnant à travers l'étendue gelée. Ces fissures peuvent courir sur des milles, déchirant la surface pour révéler l'eau noire en dessous. Certains habitants croient que le lac essaie de parler, que le Baïkal est une entité sensible. Ils disent que c'est le son des esprits qui gardent la mer sacrée. Caché dans cet empire gelé se trouve une anomalie biologique, le nerf. Ce sont les seuls phoques d'eau douce au monde. Ce sont des créatures potelées aux yeux d'argent qui semblent appartenir à un iceberg de l'Arctique. Et pourtant, ils sont ici, à des milliers de milles de l'océan le plus proche. Piégés au cœur de la Russie. Comment sont-ils arrivés ici? Ont-ils remonté des rivières préhistoriques pendant l'ère glaciaire? C'est un mystère biologique auquel le lac refuse de répondre. Le Baïkal est un monde isolé, un Galapagos de la Russie, où l'évolution a pris un chemin différent. Il abrite le Golomianka, un poisson translucide composé presque entièrement d'huile et de graisse qui se dissout si vous le laissez au soleil. C'est une capsule temporelle de l'évolution qui nous rappelle que même dans le froid le plus brutal, la vie trouve un moyen de devenir quelque chose d'étrange et de beau. Maintenant, nous nous dirigeons vers le sud, quittant la glace bleue de la Russie pour les montagnes arides et escarpées.
de la province de Mazandéran, en Iran. Vos yeux, habitués au blanc et au turquoise du nord, auront du mal à comprendre la palette devant vous. Imaginez un escalier sculpté dans le flanc d'une montagne, mais au lieu de marbre ou de pierre, les marches sont faites d'eau et de lumière solidifiée. C'est Badab et Surt. Cela ressemble à du feu liquide qui a été figé dans le temps, une cascade de terrasses orange, rouge et jaune. Cette merveille est un chef-d'œuvre d'hydrogéochimie. Elle a été créée par deux sources minérales distinctes qui coulent de la roche depuis des milliers d'années. La première source contient une eau très salée dont on dit qu'elle guérit les rhumatismes et les maladies de peau. La deuxième source est l'artiste. Elle a un goût acide et est riche en oxyde de fer, la rouille. Alors que cette eau bouillonne depuis les profondeurs et coule le long de la montagne, elle dégaze. Le dioxyde de carbone s'échappe dans l'air, provoquant la précipitation et le durcissement des minéraux en une roche appelée travertine. Sur des millénaires, ce processus lent et goutte à goutte a construit des parois incurvées, créant des bassins naturels qui retiennent l'eau comme des coupes de vin. La forte teneur en fer donne à la roche ses teintes choquantes d'ambre, de cramoisi et d'or. C'est un contraste frappant avec la garrigue grise environnante. Quand le soleil commence à se coucher, les bassins se transforment en miroirs. Ils reflètent le ciel pourpre et indigo, se mélangeant à l'orange de la roche pour créer un paysage qui ressemble plus à une peinture impressionniste qu'à une formation géologique. C'est une beauté fragile. Ces terrasses mettent des siècles à croître d'un seul pouce. Pourtant, elles peuvent être détruites par un seul pas lourd, écrasant les rebords délicats des bassins. C'est un thème récurrent dans les merveilles naturelles de l'Asie. Les endroits les plus magnifiques sont souvent les plus délicats. La nature a passé des âges à construire ces escaliers des dieux, n'utilisant rien d'autre que la gravité, la chimie de l'eau et le temps. En vous tenant ici, écoutant le doux ruissellement de l'eau passant d'une terrasse à l'autre, vous ressentez un profond sentiment de paix. C'est un rappel que la beauté n'a pas toujours besoin d'être bruyante ou géante ou violente. Parfois, elle a juste besoin de la patience de l'eau qui tombe. Non loin de la beauté délicate et aquatique des terrasses, se trouve un lieu qui se situe en totale opposition à la vie. Nous voyageons vers le sud-est jusqu'à la province de Kerman pour témoigner du Dasht Elut, le désert du vide. Si l'Everest est l'endroit où la Terre cherche le ciel, et le Baïkal est l'endroit où elle ouvre son œil profond, le Lut est l'endroit où la Terre brûle. C'est officiellement, scientifiquement, l'endroit le plus chaud à la surface de notre planète. Les satellites de la NASA, scannant le globe à la recherche d'anomalies thermales, ont mesuré ici une température au sol atteignant le chiffre stupéfiant de 70,7 degrés Celsius, 159 degrés Fahrenheit. Ce n'est pas la chaleur d'une journée d'été, c'est la chaleur comme une arme. Dans les champs de lave plus sombres du plateau de Gandham-Beryan, la chaleur est si intense que le folklore local prétend que si vous laissez un morceau de blé cru sur les rochers, il cuira pour devenir du pain. Dans certaines parties de ce désert, l'environnement est abiotique, ce qui signifie que même les bactéries ne peuvent pas survivre. Si vous deviez laisser tomber un oiseau mort sur le sable ici, il ne pourrirait pas, car les microbes requis pour la décomposition ne peuvent pas exister. Il se dessécherait simplement, se momifierait et deviendrait poussière. Mais la chaleur n'est pas le seul sculpteur ici, c'est le vent. Le vent de 120 jours hurle à travers ce paysage de juin à octobre, transportant des grains de sable abrasifs à des vitesses d'ouragan. Sur des millions d'années, ce sablage a sculpté le socle rocheux en caloutes. Ce sont des formations massives de yardang, des crêtes de sable et de roches qui s'élèvent du sol du désert comme la silhouette d'une ville extraterrestre oubliée. Certaines mesurent des centaines de pieds de haut, façonnées comme des châteaux, des temples et des sphinx.
Marcher à travers les calus à l'aube donne l'impression de marcher à travers un paysage onirique sur Mars. Le silence est si lourd qu'il semble physique, un poids pressant contre vos tympans. Il n'y a pas de bruissement de feuilles, pas de cris d'oiseaux, pas de bourdonnement d'insectes, juste le son de votre propre sang circulant dans vos oreilles. Pourquoi quelqu'un viendrait-il ici? Parce que le lutte est l'un des rares endroits sur Terre où l'on peut voir le squelette de la planète. C'est le monde tel qu'il était avant que la douceur de la vie ne le recouvre. C'est brut, c'est honnête. C'est un endroit où le soleil est le seul souverain, un tyran qui décape la terre chaque jour. Cela nous rappelle que nous avons une chance incroyable de vivre dans les zones tempérées du monde, car à seulement quelques milliers de milles de là, la Terre est une fournaise qui n'a absolument aucune utilité pour nous. Nous quittons le soleil aveuglant et la chaleur écrasante pour descendre dans l'obscurité fraîche et humide. Nous voyageons vers les montagnes calcaires de la vallée de Nahr al-Kalb au Liban pour trouver la grotte de Djeïta. Nous avons vu les hauteurs, les profondeurs, les couleurs et la chaleur. Maintenant, nous voyons l'intérieur. Ce n'est pas seulement une grotte. Appeler cela une grotte est une insulte. C'est une cathédrale souterraine, un système complexe de calcaire karstique cristallisé sur des millions d'années. L'expérience est divisée en deux voyages. Vous entrez dans la grotte inférieure par un petit bateau, glissant silencieusement sur une rivière souterraine immobile comme un miroir. L'air est frais, stagnant constamment à une température froide, humide du souffle de la montagne. Au-dessus de vous, le plafond disparaît dans les ombres, haut comme une nef de cathédrale. Et puis, les lumières les frappent, les spéléothèmes. La grotte de Djeïta abrite la plus grande stalactite connue au monde, une aiguille de cristal de 27 pieds de long suspendue au plafond. Mais ce n'est qu'une pièce du puzzle. Partout où vous regardez, la roche a coulé comme de la cire. Des stalagmites s'élèvent du sol pour rejoindre les stalactites, formant des colonnes massives qui ressemblent aux piliers d'un palais fantastique. Ces formations croissent à un rythme d'environ 1 cm tous les 100 ans. Chaque pouce de roche que vous voyez représente des générations d'histoire humaine. Les formations ici ne ressemblent pas à de la pierre. Elles imitent le monde organique. Elles ressemblent à des rideaux de soie drapés, à des méduses, à des champignons géants, à des cascades gelées. Il y a un étrange effet psychologique qui se produit à Djeïta. Parce que vous êtes si loin sous terre, coupé du soleil et du ciel, et parce que les formations sont si extraterrestres et pourtant si parfaites, vous perdez votre sens de l'échelle. Vous vous sentez comme un microbe à l'intérieur de l'intestin d'un organisme géant. Le silence ici est différent de celui du désert. Dans le désert, le silence est agressif. Ici, il est révérencieux. Il n'est interrompu que par le goutte à goutte rythmique de l'eau, l'outil lent et patient qui a sculpté ce chef-d'œuvre entier dans la roche solide. Ce processus se produit dans l'obscurité totale depuis bien avant que le premier humain ne marche sur la Terre. Il continue maintenant pendant que vous regardez, et il continuera longtemps après la disparition de notre civilisation. Cela vous fait vous demander combien d'autres de ces palais de cristal sont cachés sous nos pieds, enfermés dans l'obscurité éternelle, attendant qu'une lumière les trouve? Le silence salin. Nous terminons cette partie du voyage en descendant au point le plus bas de la surface de la Terre. Un endroit où la pression de l'air est si élevée et la chaleur si oppressive que vous avez l'impression d'avoir mis le pied sur une autre planète entière. Vous vous tenez maintenant à 1410 pieds au-dessous du niveau de la mer, sur les rives de la mer Morte. Tout ici fonctionne à l'inverse de la logique que vous avez apprise depuis votre naissance. L'air est riche en oxygène, plus épais que partout ailleurs sur le globe. Pourtant, l'eau est un piège qui refuse d'abriter la vie. Elle est presque 10 fois plus salée que l'océan, un bouillon chimique de magnésium, de calcium et de bromure qui ressemble moins à de l'eau qu'à de l'huile d'olive. Si vous essayez de nager, vous réalisez immédiatement que vous ne le pouvez pas. Vous ne coulez pas. La gravité semble perdre son emprise sur vous
et vous flottez à la surface comme un morceau de liège, suspendu par la densité pure du liquide. Il n'y a pas de vie ici au sens conventionnel du terme. Il n'y a pas de poissons filant sous la surface. Pas d'algues se balançant dans les courants et pas de récifs coralliens regorgeant de couleurs. Il n'y a que des cristaux de sel blanc qui encroutent les rivages comme des diamants dentelés, formant des sculptures tranchantes comme des rasoirs qui scintillent sous le soleil implacable du Moyen-Orient. Si un poisson s'aventure accidentellement depuis l'une des sources d'eau douce qui alimentent ce bassin, le choc pour son système est immédiat. Il ne survit pas plus de quelques secondes avant que la saumure ne le submerge. Pourtant, dans cette hostilité, il existe un étrange et ancien pouvoir de guérison. La boue noire sous vos pieds est riche en minéraux qui sont prisés depuis l'époque du roi Hérode et de Cléopâtre. L'atmosphère est si épaisse qu'elle agit comme un filtre naturel, bloquant les rayons ultraviolets les plus nocifs, vous permettant de rester au soleil sans brûler. Les gens viennent du monde entier pour flotter et guérir, cherchant un soulagement pour des affections cutanées et des troubles respiratoires dans cette chambre hyperbare naturelle. Cependant, la mer morte est en train de mourir. C'est une merveille en plein effondrement. Chaque année, le niveau de l'eau baisse de plus de 3. Car les sources d'eau douce sont détournées pour l'usage humain. À mesure que l'eau se retire, l'eau douce souterraine s'engouffre pour dissoudre les couches de sel souterraines, provoquant l'effondrement de la terre sans avertissement. Des gouffres massifs s'ouvrent le long de la côte, engloutissant des bâtiments, des routes et des palmeraies en quelques secondes. La terre réclame l'espace, prouvant que même les caractéristiques géographiques les plus célèbres sont temporaires. Le point le plus bas de la terre devient encore plus bas, et bientôt, ce sanctuaire salin pourrait n'être rien de plus qu'un souvenir blanc et poussiéreux de sel, un témoignage de la rapidité avec laquelle les humains peuvent altérer la carte géologique. Nous avons gravi le sommet de l'Everest privé d'oxygène et flotté dans les profondeurs huileuses de la mer morte. Mais alors que nous envisageons la dernière étape de notre expédition, nous devons faire face à la vérité. Notre exploration de ces lieux magnifiques les change à jamais. Quittant l'air lourd et stagnant du Moyen-Orient, nous voyageons à travers l'océan Indien vers un endroit où l'eau semble défier les lois de la physique elle-même. Imaginez que vous êtes dans un hélicoptère. Les rotors battant un rythme dans votre poitrine, survolant la pointe sud-ouest de l'île Maurice. L'océan Indien sous vos pieds est d'un turquoise électrique aveuglant, une couleur si vive qu'elle semble avoir été peinte sur la lentille de votre œil. Le soleil se reflète sur les récifs coralliens et pendant un instant, tout ressemble à un paradis tropical serein. Mais ensuite, le pilote incline l'appareil, virant brusquement au-dessus de la péninsule du Morne-Brabant et votre cœur s'arrête. Juste au large de la côte, le fond de l'océan disparaît soudainement. Vous regardez ce qui semble être une cascade massive et rugissante sous la mer. On dirait qu'une bonde colossale a été ouverte au fond de l'océan. Et des millions de gallons d'eau s'écoulent en cascade dans un abîme sombre et sans fond. On dirait que la Terre fuit littéralement, drainant l'océan dans le manteau en dessous. Votre cerveau vous hurle de détourner le regard, car la gravité ne devrait pas fonctionner ainsi. Comment l'eau peut-elle tomber à l'intérieur de l'eau? Le visuel est si convaincant que les navires évitent souvent la zone, craignant un courant qui les entraînerait vers le bas dans l'obscurité. La vérité, cependant, est que vous êtes témoin de la plus grande illusion d'optique de la planète. Il n'y a pas de cascade, il n'y a pas de fosse sans fond, aspirant l'océan jusqu'à le mettre à sec. Ce que vous voyez réellement est un ruissellement massif de sable et de limon entraîné par de puissants courants sous-marins. L'île Maurice repose sur un plateau océanique proéminent, un plateau s'élevant des profondeurs. Au-delà du bord de ce plateau, la profondeur chute violemment de quelques pieds à des milliers de pieds dans une falaise verticale,
Les courants océaniques poussent le sable blanc et le limon hors du plateau peu profond et vers les eaux profondes, sombres et plus froides. Parce que le sable est plus lourd que l'eau, il coule comme une rivière, tombant en cascade le long de la pente. Depuis les airs, le mouvement de ce sable blanc contre les profondeurs bleu foncé crée la réplique visuelle parfaite d'une cascade. C'est un rappel que notre perspective est limitée et facilement trompée. Nous voyons un désastre, mais la Terre ne fait que déplacer du sable d'un endroit à un autre. Mais même quand on connaît la science, la peur demeure. Quand vous regardez cet abîme, vous ressentez la fragilité de la Terre sur laquelle nous nous tenons. Nous ne sommes tous que des êtres agrippés à de minuscules plateaux de roches dans un vaste océan sombre qui essaie toujours de dérober le sol sous nos pieds. De la chaleur tropicale de l'océan Indien, nous sommes instantanément transportés vers le froid brutal et mordant de l'intérieur sibérien, quittant l'illusion liquide pour une forteresse de pierres solides. Nous nous dirigeons vers les rives du fleuve Lena, en Russie, un endroit si reculé que pendant l'hiver, le fleuve lui-même devient une autoroute de glace. Ici, la Terre a construit une barricade contre le temps. Imaginez une rangée d'aiguilles rocheuses dentelées, rouges et grises, s'élevant à 980 pieds directement hors de l'eau. Elles s'étirent sur des milles le long de la rive du fleuve, ressemblant à la cage thoracique d'un géant ou aux ruines d'une citadelle construite par des dieux il y a un demi-milliard d'années. Ce sont les colonnes de la Léna. Ces structures ont été formées il y a 500 millions d'années, pendant la période cambrienne. Pour mettre cela en perspective, quand le calcaire qui compose ces colonnes était déposé sous forme de sédiments sur un fond marin chaud, la vie sur Terre était méconnaissable. Il n'y avait pas d'arbres, pas de mammifères, pas de dinosaures. Le monde était dominé par des trilobites et d'étranges créatures marines au corps mou. Ces colonnes sont un cimetière de ce monde ancien, projeté dans l'air glacial. Elles sont le produit d'une érosion thermique extrême. Dans cette partie de la Sibérie, l'amplitude thermique est de 180 degrés Fahrenheit entre le pic de l'été et le cœur de l'hiver. La roche gèle, se dilate, se fissure et dégèle dans un cycle violent qui s'est répété pendant des éons. Sur des millions d'années, l'eau a sculpté les parties fragiles de la roche, ne laissant que ses aiguilles verticales et provocatrices monter la garde. Alors que vous marchez parmi elles, ou que vous glissez devant elles sur un bateau, le silence est lourd et profond. Ce n'est pas un silence vide, c'est un silence plein d'histoire. Vous êtes entouré de 500 millions d'années de couches. Des couches d'anciens lits marins, des couches de cendres volcaniques, des couches de temps lui-même compressées dans la pierre. On dirait une bibliothèque où chaque livre est fait de roches. Les scientifiques ont trouvé ici des fossiles de créatures éteintes qui n'existent nulle part ailleurs, préservés dans le calcaire comme des fantômes attendant de raconter leur histoire. Le peuple yakoute considère cet endroit comme sacré, croyant que les colonnes sont des divinités figées attendant la fin du monde pour se réveiller. En se tenant à leur base, écrasés par l'échelle verticale pure, on réalise que l'humanité n'est qu'une note de bas de page dans une très longue histoire. Les colonnes de la Léna ne se soucient pas de nos empires ni de notre technologie. Elles ont vu les continents dériver et les ères glaciaires aller et venir. Et elles seront probablement encore debout longtemps après notre départ. Nous quittons les sentinelles silencieuses du fleuve et montons vers un lieu de tension en haute altitude, où le feu rencontre la glace sur une frontière politique volatile. Sur la ligne de démarcation entre la Chine et la Corée du Nord, se trouve une montagne appelée Paektu. C'est un lieu sacré pour les peuples des deux nations. Un volcan avec une histoire de violence catastrophique. Et à son sommet même, niché à l'intérieur de la caldeira effondrée, se trouve le lac du Paradis. C'est l'un des lacs de cratères les plus hauts et les plus froids du monde. Pendant la majeure partie de l'année, de la mi-octobre à la mi-juin,
Le lac est une étendue de glace blanche, entourée de pics volcaniques dentelés qui ressemblent aux dents acérées d'un dragon. Quand la glace fond, l'eau est d'un bleu profond et sombre, si pure et immobile qu'elle ressemble à de l'encre liquide. Mais il y a ici une tension qui n'a rien à voir avec le vent glacial. C'est une merveille interdite. L'accès est restreint, gardé par les armées de deux nations qui s'observent à travers l'eau, et le volcan lui-même n'est pas mort, il est simplement endormi. En l'an 946, cette montagne a produit l'éruption du millénaire, l'un des événements volcaniques les plus puissants de l'histoire humaine enregistrée. Elle a éjecté tellement de cendres et de pierres ponces qu'elle a recouvert le nord du Japon et modifié le climat mondial. La chambre magmatique sous vos pieds est toujours active, une bombe à retardement que les géologues surveillent avec une anticipation nerveuse. Ajoutant au mystère, les légendes locales insistent sur le fait que le lac est sans fond et qu'une créature, le monstre du lac Tianchi, patrouille dans les eaux profondes et froides. Bien que les scientifiques rejettent cela comme de la mythologie ou des bancs de truites mal identifiés, les habitants jurent avoir vu quelque chose de massif briser la surface de l'eau immobile comme un miroir, créant des vagues là où il ne devrait y en avoir aucune, qu'il s'agisse d'un survivant préhistorique, d'un tour de lumière ou simplement du vent venant de la mer du Japon, le lac du Paradis donne l'impression d'appartenir à une autre dimension. L'air est si raréfié que vous vous sentez étourdi et le silence est si absolu que vous pouvez entendre votre propre rythme cardiaque dans vos oreilles. C'est un paradis qui donne l'impression qu'il pourrait se transformer en enfer à tout moment, si le géant endormi sous l'eau décidait de se réveiller. Depuis le danger menaçant du volcan, nous voyageons vers le sud jusqu'aux Philippines, où le paysage passe de menaçant à bizarrement ludique, comme si la Terre avait décidé d'expérimenter la géométrie. Nous nous rendons sur l'île de Bohol. Vous vous tenez sur une plateforme d'observation, regardant un paysage qui semble avoir été conçu par un mathématicien gourmand. Réparties sur 19 000 carrés, se trouvent plus de 1200 collines en forme de dôme, parfaitement symétriques. Ce ne sont pas des montagnes dentelées. Ce sont des collines lisses et arrondies qui semblent avoir été sorties d'un moule géant. Pendant la saison des pluies, elles sont couvertes d'une herbe verte luxuriante, vibrante et vivante. Mais quand la saison sèche arrive, l'herbe flétrit et prend une couleur brun cacao profond. Soudain, vous ne regardez plus une jungle. Vous regardez 1200 Hershey's Kisses géants déposés sur les plaines. Géologiquement, ces formations sont connues sous le nom de karstes coniques. Elles sont faites de calcaire marin, qui était autrefois un récif corallien regorgeant de vie sous l'eau. Les forces tectoniques ont soulevé le récif hors de la mer. Et pendant des millions d'années, l'eau de pluie a dissous le calcaire, l'érodant pour former ces cônes parfaits. Mais cette explication scientifique semble vide quand on voit la perfection pure des formes. Comment la nature peut-elle être si répétitive, si organisée? Cela semble artificiel, comme un projet de terraformation qui aurait mal tourné. Les légendes locales offrent une explication plus poétique. On dit que deux géants se sont querellés et se sont lancés d'énormes mottes de sable et de roches pendant des jours. Lorsqu'ils se sont enfin fatigués et sont devenus amis, ils ont quitté le champ de bataille sans nettoyer le désordre. En regardant les collines, on peut presque voir le désordre des titans. Mais il y a un mystère ici. Pourquoi seulement à Bohol? Pourquoi n'y a-t-il pas d'autres Chocolate Hills de cette échelle et de cette symétrie ailleurs sur la planète? La Terre a créé ici un chef-d'œuvre unique en son genre, puis a brisé le moule. C'est un paysage qui semble ludique, un moment rare où la planète semble s'amuser avec sa propre architecture. Quittant les collines ouvertes et vallonnées, nous plongeons dans l'étreinte dense et humide de la forêt tropicale nigériane pour trouver une merveille cachée du ciel. Au plus profond de l'État d'Enugu au Nigeria,
Il existe un endroit qui ressemble à un bug sur la carte. Pour s'y rendre, il faut randonner à travers une forêt verte et dense, naviguant sur un terrain accidenté, jusqu'à atteindre un massif monolithe de calcaire qui semble bloquer votre chemin. C'est la grotte d'Aoum. Mais ce n'est pas seulement une grotte au sens traditionnel. Une cascade de 98 pieds de haut tombe du sommet de la falaise, mais au lieu de tomber dans une rivière ou un bassin, elle disparaît dans un canyon étroit et sinueux qui mène à une série de cavernes massives au toit ouvert. L'eau est cristalline et, étrangement, elle est chaude en toute saison. Les habitants croient que cette eau possède des pouvoirs de guérison, capables de chasser les mauvais esprits et de guérir les maladies. Ils viennent de tout le pays pour se tenir sous les embruns, croyant que la terre lave leurs problèmes. À mesure que vous vous enfoncez dans le système de grotte, la lumière de l'entrée commence à pâlir, remplacée par une lueur douce et éthérée, se reflétant sur les parois de calcaire humide. Le soleil filtre à travers l'étroite fente au sommet du canyon, créant des faisceaux de lumière qui ressemblent à des piliers solides. Le son est accablant. Dans l'espace clos de la grotte, le rugissement de la cascade est amplifié et piégé, rebondissant sur les parois jusqu'à ce que vous ne puissiez plus entendre vos propres pensées. C'est un caisson d'isolation sensorielle construit par la nature. Vous perdez votre sens de l'orientation, votre sens du temps et votre sens du monde extérieur. C'est un site sacré, protégé par un monastère local, et les moines le gardent avec une révérence habituellement réservée aux cathédrales. C'est l'un des rares endroits où merveille et spiritualité sont une seule et même chose. La terre ici n'essaie pas de vous effrayer avec du magma ou de vous geler avec de la glace. Elle essaie de vous enlacer. Mais l'échelle de la grotte est un rappel. Nous sommes très petits, et la terre possède de nombreuses pièces secrètes dans lesquelles nous n'avons pas encore mis les pieds. Enfin, nous émergeons de l'obscurité de la grotte, clignant des yeux contre l'éclat soudain du soleil tropical. Nous laissons derrière nous les échos souterrains pour voyager vers les eaux émeraudes de l'Asie du Sud-Est pour un numéro d'équilibriste qui semble défier les lois fondamentales de la physique. Notre destination finale se trouve au cœur de la baie de Phang Nga, en Thaïlande. Pour y arriver, vous devez vous abandonner au rythme de l'eau. Vous êtes sur un bateau traditionnel à longue queue, le moteur vrombissant doucement derrière vous. Un rythme cardiaque mécanique vous propulsant à travers une atmosphère humide et onirique. Vous zigzaguez à travers un labyrinthe d'îles calcaires massives qui s'élèvent comme des tours d'émeraude de la mer d'Andaman. Ce ne sont pas seulement des rochers, ce sont des géants verticaux anciens, drapés d'une végétation luxuriante, plongeant abruptement dans l'eau en dessous. L'air est chargé de sel et de chaleur, et l'eau est d'un vert calme et opaque, vous invitant plus profondément dans le labyrinthe. Et puis, le bateau ralentit. Le moteur passe au ralenti. Vous tournez au coin d'une paroi rocheuse dentelée, et soudain, l'horizon s'ouvre. Là, encadré par la mer libre et le ciel, vous la voyez. Khao Tapu. Au premier coup d'œil, votre cerveau lutte pour donner un sens à la géométrie. C'est une tour rocheuse de 65 pieds de haut, se tenant entièrement seule dans l'eau, isolée des chaînes d'îles environnantes. Mais voici le problème. Le bug visuel qui vous coupe le souffle. Le sommet est beaucoup plus large que la base. Elle a l'air lourde en haut, précaire, comme un clou de calcaire géant qui aurait été enfoncé dans le fond de l'océan à l'envers par quelques charpentiers célestes. Elle défie la gravité. Selon toute logique, on dirait qu'elle aurait dû basculer il y a des milliers d'années, s'écrasant dans la baie et disparaissant pour toujours. Elle se tient avec une sorte d'élégance arrogante, une sentinelle de pierre qui a refusé de tomber malgré les probabilités contre elle. Pour beaucoup, cette formation est instantanément reconnaissable, bien que peut-être pas par son nom thaïlandais. C'est l'île de James Bond,
gravé dans la culture pop mondiale par le film de 1974, L'homme au pistolet d'or. C'est ici que le méchant Francisco Scaramanga a caché son arme solaire, choisissant ce paysage d'un autre monde parce qu'il semblait trop fantastique pour être réel. Le film a donné au rocher une couche de mystique cinématographique, transformant une curiosité géologique en un symbole d'aventure et de danger. Cependant, bien que le film l'ait rendu célèbre, la véritable star ici est la géologie elle-même. Le drame sur l'écran est bien pâle en comparaison du drame au ralenti qui se joue dans la roche elle-même. Khao Tapu est une leçon magistrale sur la brutalité du temps. La structure est une tour karstique, un vestige d'un système de récifs coralliens massifs qui prospérait ici il y a des centaines de millions d'années. Au fil des éons, des changements tectoniques ont poussé le fond marin vers le haut. Et les éléments ont commencé à sculpter la pierre plus tendre. Mais la forme spécifique que nous voyons aujourd'hui, ce coup terrifiant de minceur, est le résultat d'une attaque spécifique et implacable à la ligne de flottaison. La base de la tour est constamment érodée par la marée et les mouvements microscopiques des vagues. C'est un assaut chimique et physique. L'eau de mer légèrement acide ronge le carbonate de calcium du calcaire. Simultanément, une bioérosion a lieu. Des moules, des éponges perforantes et d'autres formes de vie marine s'attachent à la roche, à la ligne de marée, forant de minuscules trous et affaiblissant la structure de l'extérieur vers l'intérieur. Chaque année, l'océan grignote quelques fractions de pouces supplémentaires de la roche. Cela crée une tension profonde lorsque vous la contemplez. Vous regardez une structure qui vit sur un temps emprunté. Finalement, la physique gagnera. Le cou de la tour deviendra trop mince pour supporter le tonnage massif de la section supérieure couverte de végétation. Un jour futur, peut-être dans un siècle, peut-être demain, Khao Tapu se brisera. Elle s'écrasera dans l'eau émeraude, envoyant un raz-de-marée à travers la baie, et disparaîtra dans la mer, ne laissant rien d'autre qu'un moignon et un souvenir. C'est une merveille avec une date limite. C'est un chef-d'œuvre qui est actuellement détruit par l'eau même qui le rend beau. La mer l'a créé en sculptant la roche environnante, et la mer finira par le réclamer, en vous tenant là, oscillant sur les vagues douces, le moteur silencieux. Vous réalisez que magnifique ne signifie pas permanent. Dans notre arrogance humaine, nous supposons souvent que les montagnes et la pierre sont éternelles, des décors immuables à nos vies fugaces. Mais Khao Tapu prouve le contraire. La Terre est fluide, elle se déplace simplement à un rythme trop lent pour que nous le percevions, jusqu'à ce que nous voyions quelque chose d'aussi fragile que cela. Les choses les plus magnifiques sur Terre sont souvent celles qui sont sur le point de disparaître. La nature précaire de la roche exige votre attention non seulement parce qu'elle est belle, mais parce qu'elle est finie. Vous fixez le regard un peu plus longtemps, absorbant la texture de la pierre et le vert des arbres accrochés au sommet, parce que vous savez au fond de vous que les générations futures ne verront peut-être cela que sur des photographies. C'est un numéro d'équilibriste, une apothéose géologique, et nous sommes le public chanceux qui assiste au spectacle avant que le rideau ne tombe. L'âme de la machine. Nous avons vu le feu de l'Afrique, les géants de l'Asie et les illusions du Pacifique. Nous avons commencé ce voyage en pensant que nous regardions des lieux. Mais maintenant, vous le savez mieux. Vous n'avez pas regardé des lieux, vous avez regardé un processus. Vous avez regardé la Terre alors qu'elle respire, alors qu'elle grandit, alors qu'elle se détruit pour créer quelque chose de nouveau. Les lieux magnifiques ne sont pas seulement de belles vues, ce sont des avertissements. Ce sont des rappels que nous vivons sur une planète qui est indifférente à notre présence.
Le Danakil ne se soucie pas de savoir si vous avez chaud. L'Everest ne se soucie pas de savoir si vous respirez. Les colonnes de la Léna ne se soucient pas de savoir si vous êtes impressionné. Et pourtant, nous continuons à venir. Nous continuons à chercher. Nous continuons à construire des caméras 4K et à faire voler des drones dans les volcans parce que nous avons besoin de ressentir cette merveille. Nous avons besoin de savoir qu'il existe quelque chose de plus grand que nos écrans et nos villes. Mais alors que nous terminons ce voyage, j'ai une dernière question controversée pour vous. Nous avons conquis la carte. Nous avons des photos satellites de chaque pouce du Sahara et des coordonnées GPS pour chaque sommet de l'Himalaya. En transformant ces merveilles secrètes et sacrées en destinations touristiques et en vidéos virales, avons-nous réellement détruit la chose même qui les rendait magnifiques? Une merveille est-elle toujours une merveille si tout le monde a un selfie avec elle? Ou avons-nous échangé le mystère contre un nombre de vues? Peut-être que le lieu le plus magnifique de la Terre est celui que nous n'avons pas encore trouvé. Celui qui est encore silencieux. Celui qui attend encore son premier intrus. Si vous avez suivi ce voyage à travers les 3 parties, vous êtes maintenant un témoin de la machine. Ne vous contentez pas de regarder le monde, respectez-le.